Oyskur Tapachev voulait juste rentrer chez lui ce soir-là. Ce père de famille tchétchène de 59 ans ignorait qu'il marchait vers sa mort dans les rues de Nice. À ses côtés, Ryan, 20 ans, venait de terminer sa journée de travail. Aucun des deux n'imaginait devenir victime collatérale d'une guerre millionnaire où les trafiquants importent les méthodes des cartels sud-américains. Leur histoire révèle comment la violence du narcotrafic dévore une ville entière. Au cœur de la Côte d'Azur, là où les yachts de millionnaires croisent les vedettes de police, une guerre silencieuse fait rage depuis des années. Comment cette ville qui vend le rêve français au monde entier peut-elle cacher des réseaux plus puissants que certaines multinationales ? Cette contradiction révèle un paradoxe troublant de la société française contemporaine. Ce 3 octobre 2025, vers 20h30, le quartier des Moulins bascule dans l'horreur absolue. Ryan, qui venait tout juste de terminer sa journée de travail, n'avait qu'une envie simple et légitime de rejoindre sa famille. Oyskur Tapachev, lui, traversait simplement ce quartier qu'il connaissait bien, sans imaginer une seconde qu'il allait devenir la cible d'une guerre dont il ignorait même l'existence. Nice se transforme progressivement en laboratoire du narcotrafic européen, un théâtre d'innovation criminelle d'une sophistication redoutable qui dépasse l'entendement. Les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur dressent un portrait particulièrement glaçant de cette mutation urbaine. En 2024, cette ville carte postale a comptabilisé 8 morts directement liées au trafic de drogue, sur les 110 victimes nationales recensées dans l'ensemble du territoire. Mais derrière ces chiffres froids et administratifs se cache une mécanique autrement plus implacable, celle d'une économie parallèle qui brasse littéralement des millions d'euros chaque mois et transforme des quartiers entiers en véritables zones de non-droit où les lois de la République française ne s'appliquent plus. Pour comprendre cette tragédie contemporaine, il faut remonter bien avant cette nuit d'octobre qui a marqué un tournant. Dans les années 2000, le quartier des Moulins n'était qu'une cité de logements sociaux, comme tant d'autres en France. Niché harmonieusement entre mer Méditerranée et collines provençales, abritant paisiblement 12 000 habitants aux revenus modestes, mais qui vivaient dans une relative tranquillité. Personne ne pouvait imaginer que cette géographie particulière, ces ruelles enchevêtrées comme un labyrinthe urbain, ces multiples voies d'accès qui semblaient anodines, cette proximité stratégique avec l'autoroute A8, tout cela allait progressivement se révéler un atout géostratégique majeur pour les organisations criminelles. Les premiers réseaux s'installent avec une discrétion remarquable au début des années 2010, exploitant d'abord uniquement le marché local du cannabis avant de diversifier rapidement et méthodiquement leur offre criminelle. À cette époque, les profits restaient encore relativement modestes et les méthodes demeuraient artisanales. Les dealers opéraient de manière isolée, les transactions se déroulaient dans une atmosphère presque bon enfant et la violence restait exceptionnelle. Mais cette période d'innocence relative va brutalement prendre fin avec l'arrivée massive d'un nouveau produit qui va tout changer. 2015 marque un basculement radical dans l'économie criminelle niçoise. Mais pourquoi précisément cette année-là ? L'effondrement des économies vénézuéliennes et brésiliennes pousse les cartels sud-américains à chercher désespérément de nouveaux débouchés pour écouler leur production massive de cocaïne. L'Europe, riche et de plus en plus consommatrice, devient naturellement la terre promise de ces organisations criminelles. Nice, avec son aéroport international qui accueille 15 millions de passagers par an et sa proximité géographique avec les ports italiens, se transforme en porte d'entrée idéale pour cette nouvelle économie de la mort. L'arrivée massive de cocaïne sud-américaine sur les côtes françaises transforme complètement l'économie du trafic niçois en l'espace de quelques mois seulement. Là où un point de deal générait péniblement quelques milliers d'euros mensuels avec la simple revente de cannabis, la cocaïne permet désormais des chiffres d'affaires qui dépassent largement le 1 million d'euros par mois selon les estimations les plus conservatrices du Guardian. 1 million d'euros par mois. Combien d'entreprises légales peuvent rivaliser avec de tels chiffres ? Cette réussite criminelle pose une question particulièrement dérangeante sur l'attractivité relative du crime par rapport à l'économie légale. Cette manne financière colossale attire immédiatement toutes les convoitises et fait naître les premières tensions territoriales entre groupes criminels qui jusqu'alors cohabitaient dans une relative harmonie. Chaque cave d'immeuble, chaque cage d'escalier, chaque parking souterrain
devient soudainement un enjeu stratégique d'une guerre économique sans merci où tous les coups sont désormais permis. Les anciennes solidarités de quartier explosent sous la pression de l'argent facile et les jeunes hommes qui se connaissaient depuis l'enfance deviennent des ennemis mortels pour quelques mètres carrés de territoire de vente. Simultanément, une véritable révolution s'opère dans les méthodes criminelles employées par ces réseaux en pleine mutation. Fini le temps béni des dealers isolés, vendant quelques grammes au coin de la rue et des trafics artisanaux gérés par des amateurs. Place désormais à une organisation quasi militaire qui emprunte directement ses codes opérationnels, cartels sud-américains les plus sophistiqués. Les guetteurs, souvent des mineurs recrutés dès 14 ans, se postent stratégiquement aux entrées des cités, équipés de talkie-walkie professionnels et de téléphones cryptés dernier cri qui rivalisent avec le matériel des services de renseignement. Les vendeurs, eux, opèrent désormais selon des rotations millimétrées et se trouvent protégés en permanence par des charbonneurs lourdement armés qui n'hésitent plus à faire usage de leurs armes. L'arsenal régulièrement saisi par les forces de police témoigne de cette professionnalisation militaire qui fait froid dans le dos. Fusils d'assaut Kalachnikov importés des Balkans, fusils à pompe modifiés, munitions de guerre en quantités industrielles, gilets pare-balles de qualité militaire. Le 27 janvier 2025, lors d'une intervention particulièrement risquée dans le quartier Bon Voyage, les unités spécialisées du RAID découvrent un véritable arsenal digne d'un conflit armé international, avec suffisamment d'armes pour équiper une section d'infanterie. Cette militarisation progressive du trafic niçois s'inscrit parfaitement dans une dynamique européenne beaucoup plus large qu'il convient de bien comprendre. Position géographique oblige, Nice devient progressivement une plaque tournante absolument stratégique pour l'approvisionnement de l'Europe du Nord en drogue dure. La cocaïne qui débarque massivement dans les ports italiens de Gênes ou Livourne transite naturellement par la Côte d'Azur avant d'irriguer méthodiquement les réseaux français, belges ou hollandais. L'aéroport Nice-Côte d'Azur, avec son trafic colossal de 15 millions de passagers annuels, offre également des opportunités d'importation directe particulièrement intéressantes depuis l'Amérique du Sud. En mai 2024, les services douaniers interceptent ainsi près de 10 kg de cocaïne pure dissimulée dans les bagages d'un passager apparemment innocent en provenance du Brésil, révélant brutalement l'ampleur réelle des flux criminels qui transitent quotidiennement par cette ville touristique. Cette saisie, loin d'être exceptionnelle, illustre parfaitement la banalisation de ces importations qui se comptent désormais en tonnes sur l'année. Mais l'innovation la plus redoutable de ces réseaux niçois réside dans leur capacité d'adaptation territoriale absolument révolutionnaire qui déstabilise complètement les forces de l'ordre. Contrairement aux organisations criminelles traditionnelles qui se contentaient de contrôler un seul quartier pendant des années, les trafiquants de Nice développent une stratégie de dispersion géographique qui relève du génie tactique. Quand la pression policière s'intensifie dangereusement au Moulin, l'activité criminelle migre instantanément vers Bon Voyage ou l'Ariane, comme si elle se volatilisait d'un quartier pour renaître dans un autre en l'espace de quelques heures seulement. Cette mobilité tactique exceptionnelle transforme complètement la répression en un jeu du chat et de la souris permanent et épuisant qui use littéralement les forces de l'ordre et crée un sentiment d'impuissance croissant chez les habitants qui assistent impuissants à cette valse des trafiquants. On ferme un point de vente, mais le problème se déplace immédiatement ailleurs. Finalement, ça ne règle absolument rien du tout, témoigne avec une amertume palpable une riveraine du quartier interrogée longuement par les équipes de TF1. L'escalade de violence atteint un premier paroxysme particulièrement révélateur en novembre 2023. Parking souterrain sombre du quartier des Moulins, exactement 20 heures. Un guet-apens soigneusement orchestré pendant plusieurs jours vise délibérément deux jeunes hommes de 17 et 20 ans qui n'avaient aucun lien avec les têtes de réseau. L'auteur des tirs, stratégiquement positionné depuis plusieurs heures dans l'ombre, transforme méthodiquement l'entrée du parking en un véritable piège mortel où ses victimes n'ont aucune chance de s'échapper. Cette attaque marque symboliquement l'entrée définitive du narcotrafic niçois dans une nouvelle ère criminelle, celle de la préméditation systématique et de la violence totalement assumée comme méthode de gestion des conflits. Le maire Christian Estrosi comprend immédiatement l'enjeu stratégique de cette évolution.
Ces méthodes ne relèvent plus du tout de la délinquance classique qu'il connaissait depuis des décennies, mais bel et bien du narcoterrorisme pur et simple, selon ses propres termes particulièrement choisis. L'année 2024 confirme malheureusement cette mutation criminelle en l'amplifiant encore davantage. Les réseaux perfectionnent continuellement leurs techniques de guerre urbaine, importées directement des favelas brésiliennes les plus violentes et des quartiers nord de Marseille où la violence a déjà atteint des niveaux comparables. L'utilisation d'armes automatiques de guerre se banalise complètement, transformant systématiquement chaque règlement de compte en véritable bataille rangée qui terrorise les populations civiles. Plus inquiétant encore, les trafiquants développent parallèlement une véritable stratégie de communication psychologique particulièrement terrifiante dans ses effets. Chaque attentat vise désormais délibérément à marquer durablement les esprits, à installer un climat de peur permanent qui dissuade efficacement toute velléité de résistance ou de témoignage de la part des habitants. Cette psychologie de la terreur fonctionne malheureusement parfaitement, comme en témoignent directement les riverains traumatisés du quartier Bon Voyage. Cette semaine, on évite systématiquement de sortir la nuit. On voit régulièrement des hommes entièrement cagoulés arpenter les rues, et il y a régulièrement des tirs d'armes automatiques qui nous réveillent. Pendant ce temps, l'État français tente désespérément de s'adapter à cette nouvelle donne criminelle qui dépasse largement tout ce qui était connu jusqu'alors. La loi narcotrafic du 13 juin 2025 dote enfin les préfets de pouvoirs administratifs considérablement renforcés qui étaient réclamés depuis des années. Fermetures administratives immédiates, sanctions économiques lourdes, assignation à résidence préventive, tous ces outils nouveaux visent à contourner la lenteur traditionnelle de la justice pénale. En décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes utilise concrètement ces nouvelles prérogatives pour fermer administrativement 2 commerces niçois parfaitement légaux en apparence, une pizzeria familiale et une épicerie de quartier, qui se révélaient en réalité impliqués dans des opérations sophistiquées de blanchiment des profits considérables du trafic. Cette approche administrative vient utilement compléter l'arsenal répressif traditionnel, mais peine encore manifestement à endiguer la marée criminelle qui semble déferler sur la ville. Car derrière chaque interpellation médiatisée se cache en réalité une hydre aux multiples têtes qui se régénèrent constamment. Les statistiques officielles de 2024 révèlent crûment l'ampleur réelle du défi à relever. 53,5 tonnes de cocaïne saisies au niveau national, 367 affaires de narcotrafic démantelées par les services spécialisés. Mais une violence qui ne faiblit absolument pas, malgré tous ses efforts. Pire encore, elle rajeunit dangereusement selon tous les observateurs. Un rapport sénatorial particulièrement alarmant révèle qu'en 2023, 30% des victimes directes de narcotrafic avaient moins de 20 ans. Cette juvénisation massive reflète une réalité absolument glaçante que personne n'ose regarder en face. Les cartels recrutent désormais systématiquement des 14 ans, transformant méthodiquement des collégiens encore innocents en véritables soldats d'une guerre qu'ils ne comprennent absolument pas et dont ils ne mesurent pas les conséquences dramatiques. Fin novembre 2024, un événement apparemment positif va paradoxalement précipiter l'engrenage fatal qui mène à la tragédie d'octobre. Une vaste opération policière particulièrement médiatisée démantèle spectaculairement l'un des points de deal les plus lucratifs et les mieux organisés du quartier des Moulins. Cette victoire tactique indéniable se transforme rapidement en piège stratégique particulièrement pervers. En supprimant brutalement ce verrou territorial qui maintenait un certain équilibre, les forces de l'ordre libèrent involontairement un espace commercial extrêmement rentable que plusieurs groupes criminels concurrents vont immédiatement convoiter avec la plus grande violence. S'engage alors une guerre de succession d'une violence absolument inouïe jusqu'alors, chaque camp tentant désespérément d'imposer sa domination exclusive sur ce territoire désormais vacant mais terriblement attractif financièrement. Les habitants du quartier deviennent les témoins horrifiés et impuissants de cette bataille urbaine qui dépasse largement leurs pires cauchemars. Hommes entièrement cagoulés, arpentant les rues en pleine journée comme en territoire conquis, tirs d'armes automatiques nocturnes qui deviennent réguliers, incendies volontaires de véhicules qui servent de messages d'intimidation. Le quotidien de milliers de familles bascule brutalement dans un climat de guerre civile larvée qui empoisonne chaque instant de leur existence.
Imaginez vivre dans la peur permanente que votre enfant ne rentre pas de l'école à cause d'une fusillade. Désormais, le quotidien atroce de milliers de Niçois, littéralement prisonniers de cette guerre qu'ils n'ont pas choisie. Les parents n'osent plus laisser sortir leurs enfants après 16 heures. Les commerçants ferment précipitamment boutique dès que le soleil décline. Les transports publics évitent systématiquement certaines zones devenues trop dangereuses. Quand il y a des tirs d'armes automatiques, on se confine immédiatement. Comme pendant le confinement, on ferme tout. C'est particulièrement dur pour les enfants de voir tout ce qui se passe ici en permanence. Tous ces hommes armés, toutes ces sirènes. Ça fait vraiment peur pour leur avenir et leur équilibre psychologique. Confie avec une émotion palpable une enseignante du quartier Bon Voyage, interrogée par les journalistes d'Europe 1. Cette guerre souterraine qui couve depuis des mois atteint brutalement son climax le 1er février 2025. Rue Fenoglio de Briga, en plein cœur de Nice-Est, dans un secteur qui jusqu'alors était plutôt épargné. Une fusillade particulièrement violente éclate soudainement, faisant un mort sur le coup et révélant l'arsenal impressionnant d'un suspect de seulement 18 ans, armé d'un fusil à pompe de calibre 12. 12 heures plus tard exactement, la police intercepte 4 autres individus directement sur place, dont 3 mineurs qui n'ont même pas 16 ans, et saisit un véritable fusil d'assaut AK-47 avec plusieurs chargeurs pleins de munitions de guerre. Le parquet ouvre immédiatement une information judiciaire pour meurtre en bande organisée, parfaitement conscient que cette escalade dramatique annonce des lendemains particulièrement sanglants pour l'ensemble de la ville. Les magistrats spécialisés connaissent parfaitement la logique de ces conflits. Chaque mort appelle inexorablement une vengeance. Chaque vengeance génère une riposte, et la spirale devient rapidement incontrôlable. Mais dans les quartiers populaires de Nice, les habitants continuent courageusement de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, sachant pertinemment que chaque jour qui passe peut être celui d'une nouvelle fusillade, d'une nouvelle victime innocente, d'un nouveau drame qui endeuillera définitivement des familles entières. Cette incertitude permanente empoisonne littéralement le quotidien et hypothèque gravement l'avenir d'une génération entière d'enfants qui grandit dans la peur constante de la violence.